Pont les ponts. Ne viens pas à Noël. J'ai juste répondu par SMS, d'accord. Cette nuit-là, j'ai retiré mon nom de leur compte professionnel commun. 36 heures plus tard, 84 appels manqués, et à minuit, leurs appels se sont transformés en messages vocaux désespérés. Noël est un événement majeur dans ma famille. Non pas pour la tradition ou la chaleur, mais parce que c'est leur performance préférée. Mes parents enfilent leurs tabliers assortis, présentent leur parfait amuse-bouche et paradent leur récit familial bien rodé comme s'ils recevaient un prix. Mais derrière tout cela, une pourriture, le genre que l'on ignore si longtemps qu'on finit par penser que c'est normal. Le message vocal est arrivé 5 jours avant Noël. Lundi soir, je déchargeais les courses quand je l'ai vu. La voix de mon père est arrivée comme s'il lisait une note de service. Sophie, ta mère et moi avons parlé. Nous pensons qu'il est préférable que tu ne viennes pas cette année. C'est trop tendu. Nous avons décidé de te couper des fêtes. Merci de respecter notre décision. Je savais exactement ce qu'il entendait par « tendu ». Il ne s'agissait pas de mon manque de respect. Il ne s'agissait pas de conflit. C'était parce que 2 semaines plus tôt, j'avais enfin cessé d'acquiescer quand ma mère faisait ses petits commentaires sur le fait que mon travail n'était pas un vrai travail. Et je lui avais rappelé que pendant qu'elle était assise dans une maison qu'elle ne payait pas, c'était moi qui maintenais leur entreprise en difficulté en coulisses. C'était parce qu'au dîner du mois dernier, je n'avais pas ri quand mon père avait fait cette blague sur le fait que je ne garderais jamais un homme parce que j'étais trop opiniâtre. C'était parce que j'avais finalement dit, vous agissez tous les deux comme si vous m'aviez fait une faveur en me tolérant. Alors que la vérité est que c'est moi qui ai nettoyé vos désastres financiers pendant des années. Ils n'ont pas aimé ça. Ils ont dit que j'avais un ton, alors ils m'ont coupé des fêtes de Noël comme une enfant punie. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas supplié. J'ai juste envoyé un SMS, d'accord. Mais au fond, j'en avais assez. S'ils ne voulaient pas de moi, très bien. Mais je n'allais pas continuer à flotter en coulisses, soutenant silencieusement le cirque pendant qu'ils me dépeignaient comme la fille aigrie et dramatique qui ne comprenait pas à quel point ils avaient travaillé dur. Ils voulaient de l'espace. Ils l'ont eu. Le soir même, je me suis connecté à nos comptes professionnels communs, la comptabilité, la paie, le logiciel fiscal, tout ce que j'avais reconstruit à partir de zéro après qu'il l'ait tellement foiré que le fisc s'en est mêlé. J'étais la raison pour laquelle il n'avait pas coulé. J'ai retiré mon nom, délié tout, transféré les identifiants à l'adresse email commune, et je leur ai envoyé un dernier dossier avec tous les fichiers dont ils auraient besoin. Pas de notes, juste les données. Puis je me suis déconnecté et je suis allé me coucher. Pendant 36 heures, rien. Pas un seul SMS ou appel. Puis ça a commencé. Des appels de papa, puis de maman, puis des deux encore et encore comme s'ils essayaient d'appuyer sur un bouton de panique pour redémarrer le monde. Puis est venu mon frère, Antoine. Il vit dans la même maison qu'eux. Il est plus âgé, marié, a un enfant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne parti et il ne l'a pas fait. Ces appels n'étaient que du bruit supplémentaire que j'ai mis en sourdine. À la 2e nuit, j'avais 84 appels manqués et les messages vocaux commençaient à s'accumuler. Au début, c'était de la confusion, puis de la panique, puis du désespoir. Sophie, nous ne savons pas comment accéder à quoi que ce soit. Peux-tu simplement nous guider? Tu exagères. Nous avons besoin de ton aide pour déposer les déclarations trimestrielles. Elles sont dues cette semaine. À minuit, ma mère pleurait en arrière-plan. Mon père semblait essayer de ne pas craquer. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Ils voulaient une vie sans moi. Parfait. Je leur donnais exactement ce qu'ils demandaient. Le mercredi matin, je ne pouvais même plus consulter mon téléphone sans être inondé de messages vocaux. Mes parents étaient officiellement passés en mode panique. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Non par dépit, mais parce qu'honnêtement, je ne ressentais plus rien. Je regardais tout se dérouler comme quelqu'un qui feuillette un incendie qu'il a lui-même allumé. J'allais toujours au travail, déjeunais toujours avec mes collègues, faisais toujours mes courses comme une personne normale. Pendant ce temps, il se déchirait message vocal après message vocal. J'ai reçu un appel d'un numéro masqué. Je n'ai pas décroché. 5 minutes plus tard, un autre message vocal est apparu.
Sophie, c'est ton père. Nous ne pouvons pas accéder au tableau de bord de la paix. As-tu changé le mot de passe? Nous avons des chèques à traiter aujourd'hui. J'ai besoin que tu m'appelles immédiatement. 5 minutes après cela, un autre. Et, c'est encore moi. As-tu reçu le dernier message? Peux-tu simplement nous guider rapidement? L'ironie était presque trop belle. Je leur avais rappelé 6 fois de noter les mots de passe ou de configurer une adresse email de récupération. Mon père avait dit que j'étais contrôlante et condescendante. Maintenant, ils ne pouvaient plus ouvrir leur propre système. Le matin de Noël, ils ont essayé de faire comme si de rien n'était. Silence radio. Je me suis dit qu'ils allaient passer au contrôle des dégâts, inviter quelques cousins éloignés, poster quelques photos et faire comme si rien ne s'était passé. Faux. À 11h47, j'ai reçu un SMS groupé des deux. Tu nous manques aujourd'hui. Sache juste que nous pensons à toi. Pas d'excuses. Aucune mention de ce qu'ils avaient fait, juste des mots vagues et polis qui ne signifiaient rien, comme si j'étais censée être touchée. Je n'ai pas répondu. La nuit de Noël, j'ai rôti un chapon et ouvert une bouteille de vin. J'ai regardé 3 films, allumé quelques bougies et me suis endormie avec mon téléphone en mode ne pas déranger. Quand je me suis réveillée le vendredi matin, j'avais 29 nouveaux appels manqués, tous d'eux. Apparemment, le lecteur de cartes au magasin avait cessé de se synchroniser. Le système que j'avais mis en place pour les ventes et les stocks, celui qu'ils avaient dit être trop compliqué et excessif, ne fonctionnait pas sans la synchronisation manuelle hebdomadaire que je faisais pour eux. Leur grande vente de soldes, complètement ratée. Vers midi, j'ai reçu un message vocal de ma mère. Sa voix était tendue comme si elle avait pleuré. Nous savons que tu es en colère, et peut-être devrais-tu l'être, mais nous avons besoin que tu nous aides à réparer ça. Tu sais, nous ne sommes pas doués avec cette technologie. Tu es la seule à comprendre comment tout cela fonctionne. Puis elle l'a dit, et je ne l'oublierai jamais, nous ne voulions pas te couper les ponts. Nous avions juste besoin d'un peu d'espace. Nous ne voulions pas gâcher Noël pour les autres, n'est-ce pas? Parce que j'aurais été celle qui aurait gâché la fête. Pas les personnes qui m'ont tendu une embuscade avec un message vocal passif-agressif et m'ont traité comme un problème de relations publiques. Je n'ai pas répondu. Ni à elle, ni à mon père. Pas même à mon frère quand il a appelé tard cette nuit-là et a laissé un message disant que les choses allaient mal à la maison. Je n'ai pas demandé ce chaos. J'ai pris du recul. Ce sont eux qui ont insisté pour faire comme si je n'existais pas. Maintenant, ils s'étouffaient dans leur propre silence. Le dimanche, les choses ont vraiment changé. Ma mère a envoyé un long message tortueux expliquant qu'elle me pardonnait pour les choses que j'avais dites et qu'elle espérait que nous pourrions aller de l'avant en famille. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a rien reconnu. Elle l'a juste lancé comme si j'allais revenir en rampant parce qu'elle l'avait permis. Puis est venu le lundi, jour de paix. À 7h08, j'ai reçu un appel de la ligne fixe de leur magasin. Je l'ai laissé sonner. Puis est venu un message vocal. Sophie, les chèques ont été refusés. Le système dit que nous sommes bloqués. Nous avons des employés qui appellent. C'est sérieux. Tu dois régler ça. Je n'ai même pas ouvert le message. Je l'ai juste supprimé. Puis un autre. Sophie, nous te supplions maintenant. S'il te plaît. Ce n'est pas une blague. Nous ne pouvons pas traiter les impôts. Nous avons tout essayé. 27 appels ce jour-là. À 15h, mon père m'a envoyé un email de 3 phrases depuis le compte du magasin. L'objet disait « Urgent. S'il te plaît, aide-nous. Nous ferons n'importe quoi. Dis-nous juste quoi faire. » Et toujours pas d'excuses. Juste du désespoir déguisé en humilité. Cette nuit-là, j'ai allumé une autre bougie, préparé le dîner et éteint à nouveau mon téléphone. Ils voulaient que je parte. Ils ne s'attendaient juste pas à quel point ils dépendaient de la personne qu'ils avaient essayé d'effacer. Le mardi soir, leur désespoir s'est transformé en quelque chose de plus laid. On pouvait l'entendre dans les messages vocaux. Mon père ne suppliait plus. Il était frustré. Il était passé de « Nous avons besoin de votre aide » à « Pourquoi nous feriez-vous ça » en moins d'une semaine.
Et ma mère, ces messages étaient empreints d'un mélange de culpabilité et de droit. Ce genre de culpabilité qui n'est pas vraiment de la culpabilité, juste de la déception que les choses ne se soient pas passées comme elle l'avait imaginé. Sophie, ce n'est pas ainsi que les familles se traitent. Tu as fait ton point. Maintenant, reviens à la table. Reviens à la table comme si j'étais partie en coup de vent pour rien. Comme s'il ne m'avait pas coupé les ponts dans un message vocal d'une minute quelques jours avant une fête. Comme s'ils ne m'avaient pas jeté dehors puis essayé de me tirer quand ils ont réalisé que j'étais la seule à tenir leur château de cartes financier. Le mercredi matin, j'ai reçu un email avec l'objet « Avis de pénalité de l'État ». Il venait de leur compte professionnel. Le genre de mail qu'ils m'auraient automatiquement transféré il y a 6 mois avec « Qu'est-ce que ça veut dire » en objet. Maintenant, ils l'envoyaient sans commentaire, sans explication. Comme si j'allais le voir, paniquer et me précipiter pour tout nettoyer. Je n'ai même pas ouvert la pièce jointe. Je savais déjà. Dépôt tardif des impôts trimestriels, non-paiement de l'impôt estimé sur le revenu, probablement une amende de 500 € et un signalement pour audit. Puis, sans avertissement, ma mère s'est présentée à mon appartement. Pas de SMS, pas d'avertissement, juste 3 légers coups. Je me suis tenue près de la fenêtre de la cuisine et je l'ai regardée. Elle avait l'air nerveuse. Elle vérifiait son téléphone, regardait la porte, frappait à nouveau. Je n'ai pas bougé. Je suis juste restée là, buvant mon café, attendant. Après quelques minutes, elle est partie. 10 minutes plus tard, un autre message vocal. Sophie, je suis venue parce que je pensais que le face-à-face pourrait t'aider. Je sais que les choses ont dégénéré. Nous ne voulions pas te faire de mal. Tu es toujours notre fille et ces histoires d'affaires, ça a échappé à tout contrôle. S'il te plaît, viens nous parler. Toujours pas d'excuses. Juste la même vague diversion. Nous ne voulions pas te faire de mal. Comme si me couper de Noël était un accident. Comme si j'étais juste trop sensible. Le jeudi soir, j'ai enfin répondu à un appel. Pas d'eux, mais de mon frère, Antoine. Il se tient à l'écart du drame familial. Il vit avec eux, oui, mais il reste surtout dans sa petite orbite avec sa femme et son bébé. Alors quand il a appelé 2 fois de suite, j'ai compris que c'était quelque chose. Il a été bref. Il a dit qu'il ne voulait pas s'impliquer, mais qu'il pensait que je devais savoir. Mes parents prévoyaient de vendre la voiture. Ça m'a arrêté. La voiture, celle que tu as achetée 2 plus tôt cette année. Maman dit que techniquement, elle est toujours enregistrée au nom de papa. Ils disent que tu n'as jamais payé le prix fort, que tu leur dois de l'argent. J'ai acheté cette voiture en février, payé en totalité, j'ai viré l'argent directement sur leur compte, imprimé la confirmation. J'ai même payé le changement d'assurance et l'immatriculation, mais je leur ai fait confiance quand ils ont dit qu'ils s'occuperaient du transfert de propriété. Ne t'inquiète pas, ma petite, on s'occupera des papiers, avait dit mon père. C'était en avril. Je n'ai jamais fait de suivi. J'étais occupée. J'ai supposé qu'il l'avait fait. Et maintenant, il me le reprochait. Non seulement il menaçait de la garder, mais il parlait de la vendre sans mon consentement. Ce moment a été une prise de conscience. Il ne s'agitait plus simplement. Il se vengeait. J'ai dit à mon frère que j'appréciais l'avertissement. C'était tout. Il semblait mal à l'aise, comme s'il ne voulait pas être pris au milieu. Et je ne lui en voulais pas. Mais je n'allais pas me battre avec eux pour une voiture. Je n'en voulais pas. Je ne voulais rien d'eux. Ils pouvaient la garder, la vendre, la jeter d'une falaise. Je pouvais m'en aller proprement, les mains vides et la conscience plus claire que la leur ne le serait jamais. Et pourtant, je n'avais pas dit un mot à mon grand-père, Jean. Il n'avait pas d'ordinateur. Il utilisait à peine son téléphone. Il faisait encore tout sur papier. Mais il connaissait tous les recoins de la famille. Qui devait quoi à qui? Qui mentait? Qui couvrait les choses? Et la seule chose qu'il n'avait jamais tolérée, c'était le comportement ingrat et manipulateur. Mes parents vivaient dans sa maison. Ils dirigeaient leur entreprise depuis un bâtiment qu'ils possédaient. Ils les avaient maintenus à flot plus de fois que je ne pouvais compter, mais toujours discrètement,
toujours en supposant qu'il maintenait au moins la famille unie. Je ne l'avais pas encore appelé, mais j'allais le faire. Et une fois qu'il aurait entendu ce qu'ils avaient fait, non seulement à moi, mais à son nom, à son entreprise, à sa confiance, ils auraient de plus gros problèmes qu'une paix refusée. Je n'avais pas l'intention d'impliquer grand-père. Pendant la majeure partie de ma vie, il est resté en dehors du drame familial. Il disait que les adultes devaient régler les choses comme des adultes. Mais ce n'était pas juste un drame. C'était une spirale de manipulation à part entière, et elle ne s'arrêterait pas à moins que quelqu'un de plus important que moi ne la dénonce. Alors, le vendredi matin, je suis allée chez lui. Route de campagne tranquille, même balançoire de Porsche grinçante, même café noir sur la cuisinière. Il a ouvert la porte et n'a rien dit. Il m'a juste regardé comme s'il savait déjà. Je lui ai tout raconté, du message vocal de Noël aux 84 appels manqués, aux fausses larmes, à l'échec de la paix, à l'avis d'impôt, à tout. Et puis je lui ai parlé de la voiture. Celle que j'avais achetée et payée en totalité et que je ne possédais toujours pas légalement. Il ne m'a pas interrompu. Il n'a même pas cligné des yeux. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête une fois, s'est levé et a marché dans le couloir. Il est revenu avec une chemise cartonnée, une de celles qu'il utilise pour les documents immobiliers et les baux. Il l'a feuilleté, a sorti 2 documents et a passé un appel téléphonique. Je ne savais pas qui il appelait au début. Puis j'ai entendu le nom, son avocat, pas un ami du club de pétanque, pas une faveur familiale. Un véritable avocat, celui qui s'occupait de sa succession. Il a donné des instructions claires à l'homme. 2 choses, rédiger une demande formelle de transfert de propriété complète du véhicule à mon nom. Avec effet immédiat, mettre en suspens le bail commercial du magasin que mes parents lui louaient. J'étais toujours assise quand il a raccroché. Il s'est tourné vers moi et a dit, « Ils ont eu trop de cordes. Il est temps qu'ils sentent la chute. » Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête. Le lendemain, samedi, il les a invités chez lui. Midi pile. Il leur a dit que c'était pour le renouvellement du bail et des décisions à prendre. Je suis arrivée 15 minutes plus tôt. Grand-père était déjà à table avec un dossier frais de documents, n'attendant plus que nous. Mes parents sont arrivés ensemble. Ma mère avec les yeux rouges comme si elle avait déjà pleuré. Mon père faisant cette chose faussement calme qu'il fait quand il pense qu'il est sur le point de reprendre le contrôle. Ils sont entrés et m'ont vu à table. Ma mère m'a à peine regardé. Les yeux de mon père ont parcouru la pièce comme s'il préparait déjà son discours, mais grand-père ne leur a pas laissé la chance. Il a fait glisser un document sur la table, la demande formelle de transfert de propriété. Puis il a dit, « Vous avez 48 heures pour signer la voiture, sinon je vous dénoncerai pour fraude aux biens. » Mon père a ouvert la bouche. Grand-père a levé la main. Il n'avait pas fini. Puis il leur a tendu un autre papier. Celui-ci était un gel temporaire de leur bail commercial. Pas une expulsion, pas encore. Juste une pause jusqu'à ce qu'ils décident s'ils opéraient toujours de bonne foi. Vous avez utilisé mon nom, mon argent et ma propriété pour soutenir cette entreprise. Et vous avez exploité ma petite fille pour la faire fonctionner. Cela s'arrête maintenant. Ils étaient stupéfaits. Non seulement à cause de ce qu'il avait dit, mais parce que quelqu'un ne les laissait enfin plus manipuler l'histoire. Il n'y avait pas de place pour les fausses larmes, pas de place pour « mais nous ne voulions pas dire ça ». Pas de place pour faire marche arrière. Puis grand-père a lâché quelque chose que personne d'entre nous n'avait vu venir. Il a parlé de la maison, a dit qu'il réfléchissait depuis un certain temps à ce qu'il en adviendrait à long terme. Et après ce petit épisode, il n'était plus sûr de la laisser à des gens capables de couper les ponts avec leur propre fille par ego était le bon choix. Mon père s'est rassis, silencieux. Ma mère a commencé à dire quelque chose, mais cela s'est éteint dans sa gorge. Puis grand-père m'a regardé et a demandé, « Tu veux dire quelque chose ?» Je me suis levée. J'ai dit, je n'étais pas ici pour reconstruire une famille. J'étais ici pour obtenir ce que j'ai payé. Je ne demandais pas de réconciliation ou d'excuses qui n'apparaissaient que quand ils étaient désespérés. Ils voulaient que je disparaisse de leur vie. J'étais juste en train de terminer le travail. Je suis partie. Ils ne m'ont pas suivi.
Mais 2 heures plus tard, le titre de propriété de la voiture était transféré à mon nom. Je suppose que grand-père s'était montré on ne peut plus clair. Le titre de propriété de la voiture était officiellement à mon nom le dimanche soir. Je l'ai récupéré moi-même à la préfecture le lendemain matin. Nouvelle immatriculation, nouvelle plaque, papier en main. C'était censé être la fin. J'avais ce qui était à moi. Pas de cris. Pas d'excuses exigées. Mais bien sûr, ce n'était pas fini. Le mardi matin, j'ai reçu un appel de mon frère. Sa voix était tendue comme s'il regrettait déjà d'avoir appelé. Il a dit, « Je pensais que tu devais savoir. » Il raconte aux gens que tu as fait chanter grand-père. J'ai ri, en fait. Pas un rire sarcastique, un rire sincère et fatigué. Apparemment, ma mère était déjà au téléphone avec 2 de mes tantes et un cousin, décrivant toute l'histoire comme si j'avais manipulé toute la situation. Elle leur a dit que je m'étais présentée chez grand-père avec une menace légale et que j'avais inventé une histoire triste pour le monter contre eux. Elle a dit que grand-père était trop vieux pour gérer toute cette pression et que j'avais abusé de sa confiance. Je pouvais deviner son ton exact. Victimisation polie enveloppée d'inquiétude. C'était son costume préféré. Puis mon frère a dit quelque chose qui m'a arrêté. Ils disent que la voiture n'était pas une vente, que c'était un prêt, que tu n'as jamais fini de les payer. Au début, je ne l'ai pas cru. J'ai pensé qu'il avait peut-être mal compris. Non. Il se préparait vraiment à essayer de contester toute la vente pour dire que ce qui s'était passé en février n'était pas une transaction claire, mais un vague accord qu'il pouvait maintenant tordre comme il voulait. J'avais des preuves, virements bancaires, reçus, même des SMS confirmant le montant et les conditions. Mais cela n'avait pas d'importance. Il ne s'agissait plus de la voiture. Il s'agissait de contrôle. Il l'avait perdu et maintenant il voulait du sang. Et voici le pire. Je pouvais dire que mon frère ne pensait même pas qu'ils avaient tort. Il a dit, peut-être qu'il faut juste leur parler avant que ça n'aille trop loin. C'était la dernière fois que je répondais à ses appels. Alors, j'ai fait la seule chose que je savais qui mettrait fin à tout ça. J'ai appelé grand-père. Il n'a pas répondu à nouveau, ce qui devenait un thème. Mais cette fois, quand il a rappelé, il savait déjà. Il a dit, ils m'ont parlé de l'histoire de la voiture. Tu peux croire ça? Je n'ai pas répondu. Puis il a dit qu'ils avaient essayé de le culpabiliser. Il a dit que je leur tournais le dos. Il a dit, tu es trop émotive et que je n'ai entendu qu'une seule version. Je lui ai demandé ce qu'il avait dit en retour. Il n'a pas hésité un instant. Je leur ai dit que s'ils déposaient un seul document concernant cette voiture, je mettrais le bâtiment du magasin en vente. Et s'ils insinuaient même l'idée de traîner ça devant les tribunaux, je réécrirais l'acte de la maison et je te le donnerais. J'étais silencieuse. Il a continué. Je suis fatiguée de les regarder dévorer les gens comme ça. Ta mère fait ça depuis qu'elle a 16 ans. Ton père suit juste tout ce qui lui permet de se sentir comme un roi. Mais je connais la vérité. Je sais qui a fait le travail. Et je sais qui a maintenu l'endroit quand il ne pouvait pas être dérangé. Cette nuit-là, mes parents ont dû réaliser à quel point ils s'étaient trompés. Parce qu'au matin, j'ai reçu un email d'une adresse Gmail générique avec un PDF en pièces jointes. C'était un accord de résolution mutuelle rédigé comme un modèle copié d'un blog juridique. Pas de nom d'avocat, pas de signature. Le langage était ridicule. Ils accepteraient de ne pas contester la propriété du véhicule si je signais une clause promettant de ne pas parler à d'autres membres de la famille élargie des désaccords personnels et de ne pas ternir l'image de la famille par des récits dramatisés d'événements passés. J'ai presque failli m'étouffer avec mon café. Récits dramatisés. Ils menaçaient de me poursuivre en justice, de voler ma voiture et de réécrire l'histoire. Et maintenant, c'était moi qui risquais de ternir la famille. J'ai tout transféré à grand-père. Il n'a rien répondu. Le lendemain matin, il a fait mieux. Il m'a envoyé une photo. C'était une copie du bail du magasin avec leur nom barré au marqueur noir et une ligne vierge en dessous. Au-dessus, une note de sa main, ils veulent la guerre. Qu'ils aient le silence à la place. Cet après-midi-là, ils ont perdu le bâtiment. Grand-père leur a notifié. Pas une expulsion, pas encore.
Juste une résiliation du bail lors du prochain trimestre. 90 jours. Ils pensaient pouvoir réécrire l'histoire, tordre les faits, me menacer pour me faire taire. Mais ils avaient oublié la seule chose qui les avait toujours sauvés auparavant, c'était le silence de grand-père. Et cette fois, c'était lui qui écrivait la fin. Grand-père m'a appelé un jeudi soir et m'a demandé si je pouvais passer à la maison ce week-end-là. Sa voix ne semblait pas lourde, juste calme. Le genre de calme qui signifiait que quelque chose touchait à sa fin. Il a dit, « Tu devrais venir chercher le titre de propriété de la voiture en personne et ils seront là. » Je savais qui il voulait dire, et je savais ce qu'il faisait. Ce n'était pas pour eux. C'était pour moi. Alors, je suis allé. Samedi, 15 heures. Je me suis garé dans l'allée que je n'avais pas vue depuis plus d'un mois. La dernière fois que je m'y étais garé, j'étais encore sous l'illusion qu'une famille pouvait être réparée juste parce que les gens partageaient le même sang. Je ne pensais plus ça. La porte d'entrée était entr'ouverte. Je suis entré sans frapper. Grand-père était assis dans son vieux fauteuil inclinable du salon, calme comme jamais. Mes parents étaient déjà là sur le canapé en face de lui, assis côte à côte comme s'ils attendaient un verdict. Ils ne m'ont pas regardé tout de suite. Je suis resté juste à l'intérieur de l'entrée un instant. Personne n'a rien dit. Puis grand-père a fait un geste vers la chaise en face de lui et a dit « Finissons-en ». Alors, je me suis assise. Ma mère a été la première à parler. Elle n'a pas pleuré cette fois. Pas de dramatisation. Elle a dit qu'ils étaient désolés, mais cela ne ressemblait pas à du regret. Cela ressemblait à une formalité, comme quand quelqu'un s'excuse de vous avoir bousculé sur le trottoir. Puis mon père a parlé. Il a dit que les choses avaient dégénéré. Nous ne pensions pas que tu partirais comme ça. C'était la chose la plus proche de l'honnêteté que j'avais entendue de l'un d'eux depuis des semaines. C'est ce qui a fait mal. Pas l'insulte, pas la trahison, mais le fait qu'il n'avait jamais vraiment cru que je pouvais choisir d'en finir. Qu'il pensait que je reviendrais toujours finalement parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Pas cette fois. Grand-père a ouvert un dossier sur la table basse. À l'intérieur se trouvaient 2 documents. L'un était le titre de propriété finalisé de la voiture, enregistré à mon nom. L'autre était un avis confirmant la fin de leur bail au magasin. Effectif dans 60 jours. Il m'a tendu le titre et les a regardés. Si elle vous avait poursuivi en justice, je l'aurais soutenu devant les tribunaux. Mais elle ne l'a pas fait. Il vous a donné une issue, et vous avez quand même choisi de la tordre. Ils n'ont pas discuté. Puis grand-père a ajouté quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il leur a dit qu'il avait mis à jour son testament. Il n'a pas dit ce qu'il contenait, juste que certaines choses avaient changé. Il en est resté là. Ma mère est devenue pâle. Mon père a baissé les yeux. Je suis restée silencieuse. Puis grand-père s'est tourné vers moi et a dit, « Tu es venu chercher quelque chose, et je pense que c'est plus qu'une simple voiture. » Il avait raison. J'étais venu chercher le dernier morceau de moi-même que j'avais laissé dans cette maison. La conviction que j'avais besoin de leur approbation pour avoir ma place. J'ai plié le titre dans mon sac et me suis levée. Pas d'adieu, pas de dernière pique. Je n'avais pas besoin qu'ils expliquent quoi que ce soit d'autre. Je ne voulais pas qu'ils le fassent. J'avais déjà tout compris ce dont j'avais besoin. Alors que je marchais vers la porte, ma mère s'est levée comme si elle allait me suivre. Je l'ai entendu murmurer « Sophie ». Je ne me suis pas arrêtée. Je suis sortie, j'ai refermé la porte derrière moi et j'ai marché jusqu'à ma voiture. Ma voiture. Et je suis partie. Pas vite. Pas en colère. Voilà. Quelques mois plus tard, je vis dans un nouvel appartement dans un autre quartier de la ville. La voiture est garée en bas, propre et à mon nom. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux depuis ce jour-là, et je n'ai pas cherché d'informations. Mais parfois, tard le soir, je pense à la rapidité avec laquelle tout s'est effondré. Non pas à cause de ce que j'ai fait, mais parce qu'ils n'ont jamais cru que j'avais la force d'arrêter de réparer les choses. Ils disaient, le sang est plus épais que l'eau. Mais ils ont oublié la version complète, le sang de l'alliance est plus épais que l'eau du ventre. La famille ne vous garde pas au chaud quand elle est construite sur le contrôle. Mais la vérité oui, les limites oui.
Et la paix, la vraie paix, vient quand vous partez enfin sans sourciller. Ils m'ont dit de ne pas venir à Noël. J'ai fait exactement ce qu'ils ont demandé, et je ne suis jamais revenu. La mise à jour. Cela fait environ 7 mois que je ne les ai pas vus. Il n'y a eu aucun appel, aucune excuse surprise, aucune invitation pour les fêtes glisser sous la porte. Juste le silence. Et honnêtement, j'en suis reconnaissante. Le magasin a fermé. Il n'a pas pu survivre après la fin du bail. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas contacté. J'ai juste pris note et je suis passée à autre chose. Je vois grand-père régulièrement maintenant. Il vient dîner toutes les 2 semaines. Nous gardons les choses simples, parlons du travail, du jardin, de choses diverses. Le reste enfoui. Et en parlant de travail, j'ai commencé à aider d'autres petites entreprises à mettre en place les systèmes que j'avais autrefois construits pour mes parents. Un client s'est transformé en 2, puis 5. Maintenant, c'est une activité stable. Calme, honnête, juste. La voiture est toujours avec moi. Chaque fois que je la conduis, je pense qu'ils ont essayé de me la prendre et je ne les ai pas laissés faire. Je ne suis pas revenu. Je n'ai pas pardonné ce qui n'était pas réparé. Mais j'ai avancé et c'est plus que ça.